On va parler d'Etty. On va parler d'Etty. Ou plutôt, je vais être amené à parler de ma rencontre avec elle, puisque c'est un véritable bouleversement. Voy a cantarle por verdad la pena del amor mío. Voy a cantar una nana para dedicársela a ti. Génocide. Organiser la destruction totale d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Je vivais entre les enfants et les adultes, entre les vivants et les morts. J'ai vu des choses qu'il est impossible d'oublier. J'en rencontre ici pour une raison simple. Il faut comprendre et se souvenir. Ne pas renoncer au nom de la bienséance. Je m'appelle Mahatma Gandhi. Je m'appelle Martin Luther King. Je m'appelle Louis-Ferdinand Céline. Je m'appelle Adolf Hitler. Je m'appelle Riti Pan. Je m'appelle Vassili Grossman. Je m'appelle Yolande Mukagasana. Je m'appelle Simone Veil. Je m'appelle Etty. Nous avons tous, que ce soit des Zoulous, des Juifs, des Brésiliens, peu importe, nous avons tous intégré les 10 commandements. Tous. D'ailleurs, en vérité, on n'aurait même pas besoin des constitutions dans chaque pays, les 10 commandements suffisent. Tu ne tueras point. Il n'y a personne dans le monde pour dire Tu tueras. tu tueras. Tu ne tueras pas, dit la loi. Eux, ils ont dit tu tueras. Tu tueras ton voisin, ton filleul, ton neveu. Tu tueras ta femme et la femme de ton frère. Tu les tueras tous quand je te donnerai le signal. Quand je te dirai Le travail peut commencer. tu les massacreras, les petits comme les vieux, les grands, les clairs, les foncés. Tu les tueras jusqu'au dernier. Tu tueras et ce sera un acte civique. Tu auras mérité de la patrie. Dans la société du crime, les assassins sont respectés. Ceux qui ont enseigné cette loi, nous les connaissions, nous leur obéissions. Qui étaient-ils sinon nos bourgmestres, nos gendarmes, nos médecins, nos prêtres? La dignité, pour moi, n'a aucun sens si elle est un mot abstrait qui n'est pas en relation, justement, avec la criminalité de chacun. On ne peut pas penser la dignité si on oublie la criminalité qui est la nôtre. Cette nuit, je vais habiller des bébés et tenter de calmer des mères. Et c'est cela que j'appelle porter secours. Je pourrais me maudire. Nous savons très bien que nous abandonnons nos malades, nos pensionnaires sans défense, à la faim, à la chaleur, au froid, au dénuement, à l'extermination. Et pourtant, nous les habillons nous-mêmes et nous les conduisons nous-mêmes jusqu'aux wagons à bestiaux. Mais que se passe-t-il donc? Quelles sont ces énigmes? De quel fatal mécanisme sommes-nous prisonniers? J'ai été humiliée, j'ai tout subi. Rien ni personne n'arrivera jamais à me faire taire. Je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Je préfère m'évanouir devant vous que de me taire. Il faut savoir que l'homme est le même partout et à travers l'histoire. Et ce qui nous lie aux autres, ce qui nous permet de vivre avec les autres, c'est le langage. Donc il faut d'abord connaître l'histoire pour avoir des références avant nous. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Et il faut apprendre à parler. Ce qui est en jeu, c'est notre perte et notre extermination. Aucune illusion à se faire là-dessus, on veut notre extermination totale. Il faut accepter cette vérité. Et cela ira déjà mieux. 6 mars 1941. Eh bien, allons-y. Vaincre mes réticences et livrer le fond de mon cœur à ce candide morceau de papier. Je m'appelle Etty et je suis juive et je commence mon journal. D'après vous, combien y a-t-il en pourcentage de résistants en France? 50, parce qu'elle avait 6%. C'est trop. Le Nobel en quelle année? On va dire en 43, 44. 22. 18. C'est encore trop. 3. 2. 1. Oh. Ah, ça casse le mythe. Ça casse le mythe. 2% de résistance. La résistance recrue. Maintenant? Ouais. Oui, je dis un peu. Vendredi 11 février 2011. Eh bien, allons-y. La cruauté de l'homme n'a aucune limite. Jusqu'où va la folie humaine? Pourra-t-on l'arrêter un jour?
Pourra-t-on, ne serait-ce qu'un jour, un seul jour, où tout s'arrêterait? Un jour où toutes les mauvaises choses n'auraient existé, comme la guerre par exemple. Elle qui, par exemple... J'avais mon voisin qui en faisait partie, Georges Vitrac. Ils ont appelé les familles quand ils les ont fusillés en répression parce qu'il y avait des officiers qui avaient été tués, des officiers allemands. Ils ont tué les otages, je ne sais combien, mais enfin beaucoup. Et mon voisin, Georges Vitrac, faisait partie de ces gens-là. Je me souviens comme si c'était hier, je revois sa femme arriver avec son bébé dans les bras, elle venait de reconnaître son mari qui avait été fusillé. Ça, c'est gravé. Voilà, ça, ce sont des souvenirs, c'est pas réjouissant, mais c'est marquant. À n'importe quel âge de la vie, ça me marque. Jusqu'où va la folie humaine? Pose-moi la question. À moi. Et jusqu'où va la folie humaine? Eh bien, allons-y. Je viens de commencer à écrire pour me libérer, me vider de tout le poids que j'ai sur le dos. Je m'appelle Nicolas, j'ai 18 ans, un petit frère, 2 sœurs, une maman et mon père qui est décédé le 29 décembre 2009. Et depuis ça, je suis dépressif. J'écris des chansons pour m'aider. Comment dire tout ce que j'ai entendu? Tous ces gens dans l'ignorance, la naïveté, pulvérisée à jamais, avec la révélation au dernier moment. Certains ont échappé à leur fin, prédestinés par un seul homme. Ont-ils abandonné les leurs? Je pense à toutes ces jeunes personnes de mon âge qui ont été tuées. Alors qu'ils ignoraient tout de la vie, de l'amour, de l'amitié. Ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves ni leurs projets, qui devaient avoir en pagaille dans leur tête. Tout cela s'est écroulé subitement. Tout cela parce qu'ils étaient juifs. Comment avons-nous pu laisser faire toutes ces choses? Espérons que cela n'arrive plus jamais. Des fois, je me demande pourquoi nous sommes sur cette terre. À toi, mes maîtresses, je me le demande. Si j'avais en poche mon ordre de réquisition pour l'Allemagne, avec la perspective du départ dans une semaine. J'ai une première question, c'est avez-vous déjà parlé à vos enfants et petits-enfants de la Deuxième Guerre mondiale? Ouais. Pourquoi? Ouais. Ben, pour ceux qui diront non, ben, pour la fin, j'avais trouvé, après cette interview, serez-vous prêt à le raconter à votre entourage? Ça va? Bah, c'est carrément intéressant, oui. Oui. Je sais pas, mais moi j'ai pas confié un secret à un inconnu Enfin, quelque chose que j'ai pas confié à ma famille, à un inconnu, donc... Mais justement, si tu le dis à quelqu'un que tu connais pas, il va pas forcément te juger parce qu'il te connaît pas. Alors que si tu le dis à ta famille, il risque de penser des trucs de toi, alors que c'est pas forcément vrai. Des fois, c'est plus compliqué de le dire à des gens que tu connais qu'à des gens que tu connais pas. Je trouve. Est-ce que vous avez aidé à la déportation de certaines personnes? Est-ce que vous vous êtes battu un petit peu contre ce qui se passait? Saviez-vous? Mais oui, parce qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Après, avec la peur. Saviez-vous ce qui se passait dans les camps ou juste avec les juifs? Savez-vous à quoi ressemblaient les centres d'extermination? Si oui, à quoi? Que pensez-vous du racisme envers les juifs?
Un souvenir particulier vous a-t-il marqué? Si oui, quoi? Après cette interview, serez-vous prêt à le raconter à votre entourage? C'est super, c'est costaud, c'est bien vos questions. Là, il y a une question de Quentin. Savez-vous à quoi ressemblaient les centres d'extermination? À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui savait ce que c'était. Et puis, après, il dit si oui, à quoi? S'ils savaient, ils ont peut-être pas envie d'en parler parce que c'est marquant. Alors, mais ça, c'est juste, c'est ça que je voulais vous dire aussi par rapport aux questions que vous avez écrites qui sont passionnantes. Il va falloir en plus que vous soyez délicat. Oui, parce que après, si on balance comme ça d'un truc comme ça, comme si nous on s'en fichait, eux ils vont dire eux ils s'en fichent alors que nous on l'a vécu, sont incompréhensibles, puis après ils vont pas, ça va pas leur donner trop envie de répondre aux autres questions vu. Ils vont se renfermer après. Ouais. Si on pose des questions pas très délicates comme ça, ils vont se renfermer, ils voudront plus répondre à la suite. Parce que peut-être que ça va leur faire revivre des moments qu'ils n'ont pas envie de revivre. Exactement, Jeanne. Ouais, parce qu'ils les ont enfermés, ils veulent pas que ça ressorte, et si on leur pose des questions comme ça peut ressortir et ils seront pas bien. Oui. Ça grossit pas? Si. Mais attends, avec le soleil, il va grossir un peu plus. On va faire un film avec le Luc Besson. C'est le grand flou. Alors moi c'est Quentin, je suis née de la commune de Coutras, je suis de Porchère. C'est à côté de Saint-Srin-sur-Lise. J'ai voulu participer à ce projet parce que en fait je suis assez curieux et je voulais savoir un peu plus sur ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale parce que je me dis les cours d'histoire c'est un peu ennuyant mais quand on est avec un petit comité comme ça bah c'est plus convivial. Bien. Alors on va commencer alors sur la guerre. Alors quel âge aviez-vous quand la guerre a commencé? Et c'est-à-dire quel âge j'avais, et j'ai tous les papiers quand je me suis engagé, mais quel âge j'avais à ce moment-là. À peu près, hein, quand j'avais 18 ans. 10 ans. Je suis très content d'être là, parce que justement ça me fait plaisir d'interviewer mon grand-oncle. Ouais. Merci à toi. Voilà. Puis aussi ça me permet de savoir ce que toi tu as vécu, parce que je sais pas, c'est un petit peu mais pas trop quand même. Je n'avais pas encore 9 ans quand à la déclaration de guerre, donc j'étais quand même un gamin en culotte courte comme on disait. Quel a été l'élément qui vous a fait comprendre que c'était la guerre? Mon père a été immédiatement mobilisé. Vous savez, c'est la mobilisation. Tous les soldats étaient mobilisés, tout le monde, il y avait plus d'hommes, il n'y avait plus que des femmes. Quel est le souvenir pour vous qui a marqué le début de la guerre dans votre famille? Un peu déjà la mobilisation générale, le départ de l'être cher, quoi. Je revois mon père nous les revoir, et il y avait des larmes dans le foyer, quoi. Je vois ma mère qui pleurait vraiment, quoi. Mon père avait quand même la larme à l'œil. Et puis moi, tout gamin, évidemment, je pleurais. Dans les foyers, c'était ça, quoi. Ce départ-là était quand même assez bouleversant. Oui. Vous êtes allemand. Moi, je suis français. On a chacun un fusil. Vous avez envie de me tuer? Moi, j'ai envie de vous tuer. On le dit, il faut le faire. Mais si on parlait la même langue, si on savait se comprendre, on est en face l'un de l'autre. Eh, dis donc, eh bien, on irait plutôt se serrer la main plutôt que de se tirer dessus. Voilà, c'est ça, mais malheureusement, c'est qu'en haut lieu, c'est pas pareil. Je ne vois qu'une seule solution, vraiment une seule. Il n'y a pas d'autre issue. Que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirpe et anéantisse tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres. Je m'appelle Eneti. Toutes mes impressions sont là, comme des étoiles scintillantes sur le velours sombre de ma mémoire. L'âge de l'état civil n'est pas celui de l'âme. Je pense qu'à la naissance, l'âme a déjà atteint un certain âge qui ne change plus désormais. Mais on peut naître aussi avec une âme de 1000 ans. Il y a des enfants de 12 ans chez qui l'on voit très bien qu'ils ont une âme de 1000 ans. Je crois que l'âme est la part de l'être humain la plus inconsciente.
L'âme est bien autre chose que ce que nous appelons le tempérament. Il est des personnes qui ont beaucoup de tempérament, mais bien peu d'âme. Silence, s'il vous plaît. Quand tu veux, Quentin. Je m'appelle Quentin. Et si Dieu cesse de m'aider, ce sera à moi d'aider Dieu. Ouais, pose-toi sur les jambes, voilà. Encore une fois. Et pense à ce que tu dis. Chut, silence! Silence! Attends, parce qu'il y a du bruit. C'est pas toi, là. Silence. Silence. Moment pénible, barrière presque infranchissable pour moi. Je comprends Etty et je sais ce que ça fait de se sentir rejeté. Je pense à tous ces gens qui ont été asphyxiés, brûlés. Tout ça régi par un seul homme qui se prenait pour Dieu. Je souhaite, dans ce texte, lui dire ces quelques mots. Je t'aime, mamie. Je voudrais m'échapper. Je n'ai jamais connu mon père. Pendant tant d'années, je me suis laissé faire. Aujourd'hui, je raconte mon histoire. Mon cœur, mon cerveau, mon esprit, tout cela enfermé dans un seul enclos. Tu me manques tellement. J'essaie et j'apprends à tourner la page. Je m'appelle Bertrand Chamaillou. Je m'appelle Coralie Lambert. Je m'appelle Mélanie. Je m'appelle Valentin Lafranche. Je m'appelle Marina Sayuri. Je m'appelle Jean-Louis. Je m'appelle Indira Gandhi. Je m'appelle Adolf Hitler. Je m'appelle Louis-Ferdinand Céline. Je m'appelle Carl Gustav Jung. Je m'appelle Esther Ilsoum. Je m'appelle Esther Ilsoum. Je m'appelle Esther Ilsoum. Je m'appelle Etty. Je m'appelle Warren. Chaque jour vous dépouille d'un peu de médiocrité. Eh bien, allons-y. Je trouve complètement hypocrite qu'un simple homme se permette de faire du mal à tant de personnes qui n'avaient aucun moyen de défense pour se protéger. Et tant de familles non sauvées et qui souffrent encore de la mort. Eh bien, allons-y, je connais une mamie. Elle a 99 ans et je ne sais pas si je dois lui parler de la guerre ou pas. Quand on a écouté le maréchal Pétain, qui disait qu'il s'était adressé aux Allemands pour arrêter la guerre, mon père était en proximité et j'ai constaté qu'il pleurait. Évidemment, très jeune, j'étais très ému par cette situation. Et devant ça, j'ai bien compris pourquoi, j'ai décidé que c'est pas possible qu'on laisse la France occupée comme ça, sans apporter une réaction quelconque, qu'elle sera ce qu'elle sera. Mais je prenais la décision déjà d'envisager de faire quelque chose dans la mesure où ça nous serait donné les possibilités. Qu'est-ce que c'était la résistance? Qu'est-ce que c'était la résistance? Des gens qui ne voulaient pas se soumettre à l'allemand. Oui, je réfléchis parce que vous me posez un boulot pour point. Mais la résistance, c'est quelque chose où quand les gens sont contre un ordre établi. L'ordre établi, c'est que quand les Allemands ont occupé la France, il y a eu un gouvernement qui était très proche des Allemands. On pourrait dire collaborateur. C'est ce qu'on appelait le régime de Vichy, avec à sa tête le maréchal Pétain. La résistance, donc, c'était les gens qui avaient voulu conserver liberté, égalité, fraternité, alors que le nouveau gouvernement que nous avions à Vichy avait effacé liberté, égalité, fraternité, et il y avait travail, famille, patrie. Et cette organisation, cette forme de gouvernement était très autoritaire. Vous savez que Hitler, Mussolini, Staline et bien d'autres étaient des dictateurs. Bon, eh bien, c'était un peu le principe de Vichy. Peut-être un peu moins fort, mais enfin, c'était ça. Mais sur le terrain, l'armée régulière avait été battue en 1940. Donc il fallait trouver une autre formule. L'autre formule, c'était la résistance.
c'est-à-dire la clandestinité. Les Allemands aujourd'hui sont nos amis, les Anglais aussi ont été nos amis. Mais en 1940, un bon Allemand était un Allemand mort. Des 6 lieux de massacre, il va y avoir 5 survivants dans la même grange, dans le même lieu de massacre qui est la grange Lodi. Nous nous rencontrerons à cette grange un peu plus tard. C'est eux qui vont nous donner témoignage de leur calvaire, de leur mise à mort, et puis après le combustible et l'incendie dans la grange. Tout ce que l'on sait sur le massacre, c'est parce que des gens ont vu, des gens ont assisté ou ils ont entendu. C'est quelque chose de terrible. Alors bien sûr, quand on l'entend au centre de la mémoire, quand on le lit, ce sont des mots. Nous, on l'a vu, nous, elle nous l'a raconté. Ça hurle, ça essaye c'est abominable. Quand ils vont employer des gaz, il y a l'explosion, ils jettent des grenades, ils mitraillent, mais quand ils mitraillent, ils rentrent jusque dans la sacristie. Il y a quand même 25 mètres, il faut y aller, il y a des morts partout, ils marchent sur les cadavres, ils achèvent, c'est abominable. Ils rentrent dans la sacristie, ils fusillent tout le monde, ils fusillent les femmes et les enfants à bout portant, ils sortent, ils foutent le feu, et c'est à ce moment-là que Mme Ronfange, quand ils vont mettre le feu, va se sauver. Il n'y a plus de petits, on va aller jusqu'au bout des choses. Mme Ronfange est la seule survivante de l'église, mais ce n'est pas la seule femme qui tente de sortir. C'est vrai que c'est pas qu'on simplifie le massacre d'Orador-sur-Glane, mais il y a des choses qui sont dégueulasses à mort. Elle est suivie dans sa fuite par une jeune mère de famille de 24 ans, qui a son bébé de 7 mois dans les bras, et elle passe exactement par le même chemin que Mme Ronfange. Mme Ronfange est passée la première, elle a sauté, mais Mme Joyeux, c'est comme ça. Mme Joyeux, c'est son nom. Elle aussi, elle arrive là-bas en haut, mais elle a son bébé de 7 mois, donc elle n'arrive pas à sauter avec son bébé dans les bras, parce que la hauteur ici, il y a 3 mètres 50, on dit, qu'est-ce qui se passe, moi je saute. Mais quand vous êtes à l'extérieur, il y a facilement 5-6 mètres, c'est beaucoup plus impressionnant, donc elle marque un temps d'arrêt, et plutôt que de sauter avec son bébé dans les bras, elle le lance à Mme Ronfange en espérant que Mme Ronfange va rattraper le gosse. Mme Ronfange n'arrive pas à le rattraper, il tombe par terre. Donc ce sont des cris, ce sont des hurlements, et des cris, des hurlements, il y en a encore, ça dure une demi-heure dans l'église. Je sais pas moi, une demi-heure montre en main, quand on dit une demi-heure c'est pas très long, mais une demi-heure montre en main quand on massacre tout le monde, ça dure une éternité. Ils sont vus, ils sont mitraillés, Madame Joyeux va être tuée sur le coup, Madame Ronfange va recevoir 5 balles dans le corps, et puis on va aller jusqu'au bout des choses parce qu'on est là ici entre adultes, l'enfant n'est pas mort dans la chute, il récupère le nouveau-né, son corps va être retrouvé dans les fosses septiques du presbytère, il a eu la tête claquée d'abord contre le mur. On passe à cul-de-sac. Mais oui. J'ai faim, putain. Vous savez, j'avais perdu toute la civilisation. Dans cette période-là, on n'était plus des hommes, on était des numéros. Et imaginez un troupeau de moutons avec un tas de chiens qui tournent autour, et puis vous ne sortez pas de là. La protection, c'était d'être au centre. Si vous étiez sur le côté, c'était dramatique. Et donc, j'avais perdu ce sens humain de contact. Je n'osais pas contacter les gens, et eux, apparemment, ne cherchaient pas trop à s'approcher de moi. Malheureusement, au retour, la vie n'était plus du tout pareille. Premièrement, comme les amis viennent de le dire, c'était la misère, il n'y avait pas d'alimentation, et il a fallu tout reprendre à zéro. Alors, personnellement, pour moi, pour mon compte personnel, vous voyez, quitter vos études pendant 8 ans. Vous voyez? J'ai quitté en 1937, j'ai repris qu'en 1945. Alors, bon, je vais passer, pas une licence, une capacité de droit. Vous savez, le droit, en 8 ans, il est évaporé. Hein, faut le dire. Donc, il a fallu repartir à zéro.
C'est ça toute l'histoire. Voilà. L'après-guerre, c'était ça. Et petit à petit, bon, ma foi, chacun a repris confiance, et puis nous sommes repartis, disons, tranquillement. Quelle relation avez-vous avec les Allemands? Mes enfants, les 3 enfants sont allés en Allemagne, dans des échanges scolaires. Moi, j'ai absolument rien contre eux. Maintenant, on est italien. Et puis, mes enfants sont allés faire des séjours, et nous avons reçu des jeunes Allemands. Des jeunes Allemands qui sont venus avec Zulpisch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Zulpisch, l'organisation. Et un jour, on a reçu un jeune Allemand, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Un jeune Allemand qui faisait la tête, il était arrivé à la maison 3 ou 4 jours avant, mais il avait voulu retrouver ses copains à Blaye, donc on l'avait amené, et il revenait, il faisait une drôle de tête. Et mon épouse lui demande, mais pourquoi vous faites la tête? Il me dit, parce qu'à Blaye, on nous a traités de nazis. Ouais. Ça fait mal. Parce qu'on était en train d'essayer justement de recoller les morceaux des Allemands. Ça m'a paru. Et je vous dis tout de suite que les gens qui les ont traités de nazis, ils ne devaient pas valoir bien cher. Et que ce n'était pas ceux-là qui ont fait de la résistance. Je m'appelle Sabrina. En apprenant à connaître ses forces et ses faiblesses et à les accepter, on accroît sa force. La psychanalyse, ce n'est pas simplement une méthode de soins, c'est aussi une méthode de vie. C'est vraiment ce que voulait Freud. La psychanalyse, ce n'est pas simplement un traitement. C'est aussi une façon d'être. C'est aussi une relation avec la culture. C'est vraiment une subversion au sens du retournement d'un individu, et d'un retournement à 180 degrés. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus admis. C'est-à-dire que, à la limite, même la réalité psychique aujourd'hui, elle est menacée, je trouve, par une société comme la nôtre. Chaque jour vous dépouille d'un peu de médiocrité. Nous nous trouvons ici en face de questions plus profondes. Nous avons eu 65 années de paix dans notre hexagone. Alors, vivez en paix. Avec vous-même, avec la société. Voilà. Aujourd'hui, il y a une sorte de nouvelle idéologie scientifique qui veut plus s'encombrer de cet extraordinaire potentiel intérieur, cette idéologie scientifique veut tout externaliser, c'est-à-dire traiter à l'extérieur, via les molécules, via les images, enfin via toute une série de béquilles, et puis surtout dans le refus d'un temps intérieur. C'est ça aussi qui me semble extrêmement fort dans la découverte d'Etty, enfin, ce que moi je considérais être sa découverte, c'est-à-dire qu'elle arrive à démontrer qu'il ne peut pas y avoir de vécu du temps extérieur s'il n'y a pas un vécu du temps intérieur. Or aujourd'hui, ce qui me semble menacé, c'est ce temps intérieur, qui semble ne plus avoir sa place, voire même ne pas devoir avoir de place. Ashivenu Adonai Erad Vena Suna Vena Shuba Alesh, Alesh,
chante et mon devoir, toute ma peine, tout mon désespoir. Sans ces putains de guerre, je ne serais pas ici. Moi là-bas, je viens d'un pays qu'on appelle tous la Russie. Ce pays est magnifique, c'est pour ça que j'écris ceci. Pour vous raconter ce qu'elle a vécu, tous les dangers, tout ce qu'elle a encouru. Elle a été déportée par les Allemands. Ils l'ont fait travailler dans ces putains de camps. Ils l'ont envoyée dans une ferme. Et pour manger et boire, il fallait bien qu'elle se la ferme. Plusieurs fois, elle a essayé de s'échapper, mais elle ne voulait pas mourir, elle ne voulait pas se faire tuer. Et grâce à ça, elle a connu mon grand-père, toute sa descendance, et c'est pour ça que j'en suis fier. Je suis peut-être que son petit-fils, mais je sais que ces putains d'Allemands, en tout cas, lui ont serré la vis. Ouais, tout ça c'est pour ma babouchka, toutes ces personnes qui sont toujours là pour moi. C'est pour ça que maintenant je suis ici, avec tout ce monde et tout ça, c'est pour oublier mes soucis. C'est pour ça que je fais ce putain de texte, pour écrire tous mes problèmes, tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que si je me trompe, je ferai un coup de Tipex. Maintenant tout se passe bien, tout se passe, c'est nickel, c'est pour ça que je suis bien. Dans ces pays il se passe plein de problèmes, et c'est pour ça qu'il y a les guerres et tout ce qui se passe. C'est pour ça que maintenant, moi je voudrais parler de ce qui se passe au Japon, tous ces problèmes avec le truc nucléaire, tu sais pas. Tout ça c'est pas bon, c'est pour ça certains ont envie de se jeter de leur balcon, mais il ne faut pas faire ça. C'est pour ça que moi maintenant je n'ai plus la flemme d'aller de l'avant, et toujours en avançant, toujours penser les idées larges, garder les bras ouverts et ne jamais penser à demain. Parce que si tu penses à demain, t'auras plein de problèmes, et moi dans ma tête je ne suis plus un gamin. Mais regarde, tu vois, elle a pleuré l'autre fois comme lui. Et puis tu vas stresser sur scène comme lui, il vient de stresser pour vous, quoi. Tu vois? Regarde les belles images. Et de voir Non, il n'y a pas de... Comment? Je vais aller. Oui. Salut. Ah, oui, vous avez pris rendez-vous déjà? Oui, jeudi, elle nous a dit madame que 17h30. Ah, t'es dedans, super. Moi aussi. Yes. Ok, super, bravo. Apprenez bien, je suis fière de vous. Regardez bien. Ah, aïe, je suis beau, je sais. C'est très bien quand tu aides à ranger le drapeau. Ok, c'est bien. Moi, ça serait après. Non. Non? Ah ben je les ai fait parce que peut-être qu'on ne peut pas dire quand tu as 8 ou 10 ans. Bon. On sait avec Freud qu'il y a des pulsions de mort et comment les faire taire, nous n'avons pas encore appris. Il y a des pulsions de mort individuelles, il y a des pulsions de mort collectives. Donc, on aurait pu croire qu'après la dernière guerre mondiale, 47 millions de morts, qui dit mieux, hein, je ne parle pas des 6 millions de juifs, 47 millions de morts, c'est quand même pas mal. Et on aurait appris quelque chose, ben rien, il y avait Cambodge, il y avait Rwanda, et ainsi de suite. Vous savez, des choses ne sont jamais simples. Si on veut donner des réponses simples, on risque d'amener les gens dans une sorte d'impasse. Il faut apprendre à penser compliqué. Ah oui, avec des mots simples, des choses compliquées.